Ma fille m'a dit que son ex-mari était violent, alors je lui ai acheté une maison. L'ex de ma fille était le pire salaud, l'homme le plus abusif que j'ai connu. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit pendant 2 années de suite. À chaque appel, à chaque visite. Katie avait de nouvelles histoires sur la dernière cruauté de Finn. Comment il contrôlait son argent, comment il criait après les enfants, comment elle se recroquevillait quand il faisait un geste brusque. J'ai passé des mois à planifier comment la sortir de là. J'ai trouvé la maison parfaite à 20 minutes de chez moi. 3 chambres, un bon secteur scolaire, un nouveau départ pour elle et mes petits-enfants. Quand je lui ai envoyé le message, « Je t'ai acheté une maison, visite demain à 15h ». Elle m'a renvoyé 17 emojis en forme de cœur et m'a appelé en pleurant de bonheur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais enfin emmener Katie et les enfants dans un endroit sûr. Demain, je lui remettrai les clés de la liberté face à ce mari monstre. Puis, à 23h, mon téléphone a sonné. Le nom de Finn sur l'écran m'a glacé le sang. Je n'ai presque pas décroché, mais sa messagerie vocale sonnait brisée et désespérée. Alors je l'ai rappelé. « Monsieur, j'ai besoin de vous montrer quelque chose avant demain. S'il vous plaît, je sais que vous me détestez, mais c'est pour Katie. » Je lui ai dit d'aller au diable. Mais juste avant de raccrocher, il a dit quelque chose qui m'a coupé net. « J'ai des enregistrements de surveillance de notre maison. Vous devez voir qui elle est réellement. » 20 minutes plus tard, je regardais l'écran de mon portable, visionnant les vidéos de la caméra Ring du salon. Katie en train de crier après Finn, tandis qu'il est acculé, tenant la plus petite dans ses bras, la protégeant de son corps. Katie lance une lampe. Elle se brise contre le mur, à quelques centimètres de la tête du bébé. Finn ne lève pas la main, ne crie pas. Il ne fait que répéter « S'il te plaît, Katie, pas devant les enfants. » J'ai eu la nausée. Il y avait des dizaines de vidéos. Katie le frappant à coups de poing, tandis qu'il se protégeait le visage. Katie menaçant de dire à tout le monde qu'il la frappait si elle n'obtenait pas d'argent. Katie riant au téléphone en disant à quelqu'un « Il est tellement lâche qu'il ne se défend même pas. » La voix de Finn s'est brisée au téléphone. Je ne l'ai jamais touché. Jamais. Je voulais juste que vous sachiez la vérité avant que vous ne récompensiez ces mensonges. Mais ce n'était même pas le pire. Finn avait des captures d'écran de son téléphone. Multiples infidélités au cours de l'année passée, différents hommes, messages explicites, rencontres pendant qu'elle disait à Finn qu'elle était chez sa sœur. Un type revenait sans cesse. Un certain Derek. Je suis resté là 1 heure, essayant d'assimiler que ma fille, la femme à qui j'allais offrir une maison gratuitement, était la véritable abuseuse, le monstre, et qu'elle m'avait poussé à détester un homme innocent qui essayait seulement de protéger ses enfants. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai localisé Derek via les réseaux sociaux. Ce n'était pas difficile, car Katie l'avait tagué dans d'anciennes publications avant de me bloquer pour que je ne voie plus son profil. Je l'ai appelé depuis un numéro qu'il ne reconnaîtrait pas. « Bonjour, est-ce Derek ? J'ai besoin de vous poser des questions sur Katie Frett. » Long silence. « Qui est-ce ? » Son père. J'ai besoin de savoir. Saviez-vous qu'elle était mariée ? Le silence s'est prolongé au point que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis, d'une voix basse, « Quoi ? Elle disait être une mère célibataire en fuite qui fuyait son ex-mari violent. Elle disait qu'il était dangereux, qu'elle en avait peur. » Mon cœur s'est enfoncé encore plus. Derek, elle a été mariée à Finn tout ce temps. Ce n'est pas son ex, il n'est pas violent, elle a tout inventé. Je l'ai entendu s'affaisser. Sa voix était étranglée. J'ai été celui qui récupérait ses enfants à l'école. Je les emmenais au parc. Il m'appelle Oncle Derek. Je pensais aider à les sauver de leur père dangereux. Le pauvre homme avait l'air malade. Puis j'ai eu une idée qui allait tout changer. Derek, que dirais-tu d'être dans la maison demain quand je la lui ferai visiter? Avec Finn aussi? Vous voulez que nous soyons tous les deux là? Je pense que Katie a besoin de faire face aux deux en même temps. Sans échappatoire, sans mensonge. Nous avons passé 1 heure à tout organiser. Derek arriverait tôt et attendrait dans le salon. Finn serait dans la cuisine. J'emmènerai Katie visiter la maison en laissant ses pièces pour la fin. Le lendemain après-midi, Katie est arrivée pile à 15h, sautillant presque en sortant de sa voiture. Elle m'a pris dans ses bras, déjà les larmes aux yeux. « Papa,
Tu m'as sauvé la vie. Enfin, je peux m'en aller. Les enfants seront si heureux ici. » Elle était convaincante, si persuasive que j'ai vu l'expression de l'officier le plus jeune s'adoucir avec sympathie. Mais Hoffman a gardé son visage neutre, professionnel, demandant à Katie de passer avec son collègue pendant qu'il parlait avec nous les autres. Les protestations de Katie ont recommencé, plus fortes et plus désespérées, insistant sur le fait qu'ils avaient tout mal compris, suppliant qu'on écoute sa version. Finn s'est approché silencieusement de Hoffman, sortant son téléphone de sa poche avec des mains légèrement tremblantes. Il a expliqué qu'il avait apporté les enregistrements de sécurité au cas où Katie deviendrait violente, et qu'il avait des mois de preuves documentant son comportement. L'officier a pris le téléphone et a commencé à regarder, son collègue maintenant Katie à l'écart de l'autre côté de la pièce. J'ai observé le visage de Hoffman changer au fur et à mesure qu'il faisait défiler les vidéos. Sa mâchoire se tendant, ses yeux plissés. Il voyait clip après clip, Katie lançant des objets, Katie criant, Katie frappant Finn tandis qu'il protégeait les enfants. Le masque professionnel s'est légèrement fissuré, son expression passant de neutre à une compréhension sombre. Cathy l'a vu regarder, et ses protestations sont devenues plus fortes, plus frénétiques, exigeant de savoir quel mensonge Finn lui montrait, insistant sur le fait que les vidéos étaient fausses, montées ou sorties de leur contexte. Elle paniquait maintenant. Vraiment paniquait, car sa manipulation habituelle ne fonctionnait pas sur cet officier qui continuait à voir les preuves de qui elle était réellement. Hoffman a demandé si quelqu'un avait été blessé lors de l'incident, et Derek a levé son bras gauche, montrant une fine coupure le long de son avant-bras. Le sang s'était séché en une ligne sombre, là où le coup initial de Katie l'avait effleuré avant qu'il ne saisisse son poignet. L'officier a appelé une ambulance pour le faire examiner, puis a commencé à prendre les déclarations de chacun de nous séparément. Derek est passé le premier, expliquant comment il avait saisi son poignet et l'avait tordu jusqu'à ce qu'elle lâche le couteau, puis moi, décrivant ce que j'avais vu et pourquoi nous étions tous là au départ. Finn a donné sa déclaration en tenant les deux enfants, sa voix calme mais ferme expliquant les années d'abus et pourquoi il avait tout documenté. Katie a exigé un avocat dès que Hoffman s'est approché d'elle, refusant de dire quoi que ce soit d'autre, ce qui était probablement la décision la plus intelligente qu'elle ait prise de la journée. Son visage était maintenant froid, calculateur. Ses larmes s'étaient taries en réalisant qu'elle devait se protéger légalement. Le paramédic est arrivé et a traité la coupure de Derek, superficielle mais nécessitant un nettoyage et un bandage. Pendant qu'il travaillait, Hoffman a continué à examiner tout le contenu du téléphone de Finn, parcourant les captures d'écran des messages sur les infidélités et les menaces de Katie. Son collègue restait à proximité, prenant des notes pendant que Hoffman posait des questions, construisant une chronologie des abus s'étendant sur des années. Puis Hoffman a regardé Finn et lui a demandé directement s'il voulait porter plainte pour violence domestique, expliquant que le schéma d'abus documenté, combiné avec l'incident du couteau aujourd'hui, constituait un dossier solide. Finn a regardé ses enfants, le garçon accroché à sa chemise, la petite fille avec le pouce dans la bouche. Il est resté silencieux longtemps, et j'ai pu le voir peser son amour pour ses enfants contre des années de peur et de douleur. Finalement, il a dit oui, si bas que j'ai à peine entendu, qu'il voulait qu'ils soient en sécurité face à la violence de leur mère. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et il a rapproché les deux enfants. Katie a recommencé à crier quand Hoffman lui a dit qu'elle était en état d'arrestation, se débattant contre les menottes pendant que son collègue les lui passait. Elle criait que j'étais censé être de son côté, que j'étais son père. Comment pouvais-je laisser faire cela? Je me suis forcé à la regarder directement, à croiser son regard, bien que cela fasse plus mal que tout ce que j'avais ressenti. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais plus la protéger des conséquences de ses propres choix. Son visage s'est tordu de rage, et elle m'a craché dessus, de la salive réelle touchant ma chemise avant que les officiers ne l'emmènent vers la porte. Je suis resté là, regardant ma fille se faire emporter, ses cris s'estompant alors qu'ils la montèrent dans la voiture de patrouille. Cela pourrait être la dernière fois que je la verrais en tant que personne libre, et cette pensée a fait que ma poitrine se sente à la fois vide et lourde. La petite fille a commencé à pleurer plus fort lorsque sa mère est partie, et Finn l'a prise dans ses bras, la faisant rebondir doucement et émettant des petits sons apaisants. Après que la voiture de patrouille se soit éloignée avec Katie à l'intérieur, Finn s'est simplement effondré sur le canapé, tenant fermement les deux enfants dans ses bras.
Les trois tremblaient, comme s'ils avaient retenu tout pendant longtemps et venaient enfin de le libérer, le traumatisme se relâchant maintenant que le danger immédiat était passé. Je me suis assis lourdement sur une chaise en face d'eux, ressentant soudain chacun de mes 62 ans dans mes os. Mes mains tremblaient encore légèrement et mon cœur battait trop vite. Derek se tenait près de la fenêtre, regardant la rue vide, son bras bandé pendant le long de son corps. Personne ne parlait pendant plusieurs minutes, juste le son des pleurs calmes des enfants et les murmures rassurants de Finn. La maison semblait trop tranquille après tous les cris et le chaos, comme si les murs eux-mêmes assimilaient ce qui venait de se passer. J'ai brisé le silence le premier, m'excusant auprès de Finn pour les 2 années où j'avais cru aux mensonges de Katie et soutenu son abus sans le savoir. Les mots semblaient insuffisants face aux dégâts causés, mais je devais les prononcer malgré tout. Finn secoua la tête, tenant toujours ses enfants, et dit qu'il comprenait. Katie était incroyablement convaincante, et il avait douté de sa propre réalité à plusieurs reprises avant de commencer à enregistrer des preuves pour se prouver qu'il n'était pas fou. Son pardon m'a d'une certaine manière fait me sentir pire au lieu de mieux, car il ne devrait pas avoir à me consoler. Le père de la femme qu'il avait terrorisé pendant des années. Je devais protéger les gens et, à la place, je m'étais transformé en une autre arme que Katie utilisait contre lui. Le garçon me regarda avec des yeux rouges et j'essayais de lui sourire pour le rassurer, mais je n'étais pas sûr que cela fonctionne. Derek parla enfin depuis son endroit près de la fenêtre, sa voix sonnait creuse et distante. Il demanda depuis combien de temps Katie était mariée et vivait avec Finn, comme s'il avait besoin de comprendre toute l'ampleur des mensonges. Finn expliqua qu'ils étaient mariés depuis 8 ans et avaient vécu ensemble tout ce temps, que Katie voyait Derek pendant les heures de classe lorsque les enfants étaient à l'école, ou disait à Finn qu'elle allait rendre visite à sa sœur le soir. Derek s'assit lourdement sur l'accoudoir du canapé, posant sa tête entre ses mains. Je l'ai regardé assimiler qu'il avait aidé Katie à tromper tout le monde pendant qu'elle présentait son mari comme un monstre, qu'il avait récupéré les enfants à l'école en pensant les protéger de leur père dangereux, alors qu'en réalité, il facilitait l'abus de leur mère. Le poids de la manipulation pesait sur les 3 hommes de différentes manières, chacun réalisant à quel point Katie avait contrôlé leur compréhension de la réalité. Le garçon se glissa derrière la jambe de Finn, les yeux rouges et gonflés par les pleurs. Il semblait avoir peut-être 7 ans, avec les cheveux foncés de Finn et les yeux verts de Katie. Il observa mon visage longuement, avant de parler d'une voix si calme que j'ai presque manqué ses mots. « Vous êtes le grand-père dont maman parle toujours ?» Quelque chose se brisa dans ma poitrine. Je me suis agenouillé à sa hauteur, me faisant petit et non menaçant. « Oui, je suis ton grand-père. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir connu, toi et ta sœur, avant aujourd'hui. » La lèvre inférieure du garçon trembla. « Tu vas faire du mal à mon papa comme le fait maman ?» La question m'a frappé plus fort que tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Cet enfant avait vu sa mère abuser de son père pendant si longtemps qu'il s'attendait à ce que tous les adultes soient violents. J'ai tendu la main lentement, lui montrant que mes mains étaient vides et ouvertes. « Non, petit, je ne ferai jamais de mal à ton papa. Je me suis trompé sur ce qui se passait dans votre famille. Je veux maintenant aider à protéger tout le monde. » La petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 3 ans, se glissa derrière Finn avec de grands yeux ouverts. Elle avait des boucles blondes et portait un t-shirt rose avec un personnage de dessin animé. « Les cris sont finis ?» Sa petite voix me serra la gorge. Finn rapprocha les 2 enfants et embrassa le haut de la tête de la fillette. « Oui, ma chérie, les cris sont finis. Et devine quoi? Le grand-père va nous aider à déménager nos affaires dans cette maison. C'est notre nouveau foyer maintenant. » Le garçon regarda autour du salon comme s'il le voyait pour la première fois. « On va vivre ici sans maman ?» Le visage de Finn montrait à la fois douleur et soulagement. « Pour l'instant, oui, juste nous. » Derek se leva du canapé, son bras bandé pendant le long de son corps. Il semblait complètement perdu, comme si quelqu'un avait retiré le sol sous ses pieds. « Je devrais y aller. J'ai besoin de digérer tout ça. » Il marcha vers la porte sans regarder aucun d'entre nous. Je le suivis pour m'assurer qu'il pouvait conduire. Il s'assit dans sa voiture 1 minute, la tête sur le volant, avant de démarrer et de partir. Quand je suis retourné à l'intérieur, Finn expliquait aux enfants qu'ils devaient aller chercher leurs vêtements et jouets dans l'ancienne maison. Le garçon demanda si maman serait là. Finn promit que non. Pendant les 2 heures suivantes,
Finn et moi avons fait 6 voyages entre l'ancienne et la nouvelle maison. Nous travaillions en silence pour la plupart, tous les deux essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. L'ancienne maison semblait étrange d'une certaine manière, comme un lieu où de mauvaises choses s'étaient reproduites. Je pouvais voir des marques sur les murs là où des objets avaient été lancés, une bosse dans le meuble de la cuisine exactement à hauteur d'un point. Finn a commencé par emballer les chambres des enfants, pliant soigneusement leurs vêtements et enveloppant leurs jouets dans du papier journal. J'ai porté des cartons dans les escaliers et les ai chargés dans ma camionnette. Une voisine est sortie pendant que nous faisions le 3e voyage. C'était une femme âgée aux cheveux gris attachés en chignon. Elle regarda Finn puis moi. Katie est-elle vraiment partie? La police l'a emmenée. Finn hocha la tête. Le visage de la femme montra un soulagement. Dieu merci, je passais des mois à dire que je témoignerais si jamais je la dénonçais. Je l'ai vu le frapper à travers la fenêtre de ma cuisine plus de fois que je ne peux compter. Elle me regarda. Vous devez être le père de Katie. Je suis contente que vous sachiez enfin la vérité. Je n'ai pas trouvé de mots pour répondre. Elle tapota le bras de Finn et retourna à l'intérieur. Les enfants restèrent avec elle pendant nos allers-retours, et j'ai pu les entendre rire à travers sa fenêtre à un moment. Cela m'a fait me sentir un peu mieux, de savoir qu'au moins un adulte sûr était présent dans leur vie avant aujourd'hui. Pendant que nous chargions les dernières boîtes dans la camionnette, Finn s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Sa voix était calme et rauque. « Merci de m'avoir cru, d'avoir mis la maison à mon nom. J'avais tellement peur que tu me rejettes comme tous les autres. » Il s'essuya les yeux avec le dos de la main. Personne ne prend au sérieux quand un homme dit que sa femme le frappe. J'ai accepté que je ne pourrais peut-être jamais m'en sortir. Je voulais juste protéger les enfants jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour en parler eux-mêmes à quelqu'un. Je sentais la honte me brûler tout le corps. Je regrette qu'il ait fallu des preuves vidéo pour voir la vérité. J'aurais dû remettre en question ces histoires. J'aurais dû te parler directement. Finn secoua la tête. Katie est incroyablement convaincante. Ne te blâme pas. Moi-même, j'ai douté de ma propre réalité parfois, avant de commencer à tout enregistrer. Nous avons conduit jusqu'à la nouvelle maison en silence. J'ai aidé Finn à monter les lits des enfants et à déballer le strict nécessaire pour la nuit. Le garçon que j'ai découvert s'appelait Michael, voulait que sa veilleuse soit branchée à côté de son lit. La petite fille, Sophie, insistait pour que son lapin en peluche dorme sur son oreiller. Quand tout fut prêt pour qu'il puisse dormir, il était presque 20 heures. J'ai pris les 2 enfants dans mes bras pour leur dire au revoir et promis que je reviendrais bientôt. Finn m'a accompagné jusqu'à ma camionnette. Merci pour tout. Je suis rentré chez moi, hébété. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce qui venait de se passer. Ma fille était en prison. Mon gendre était en réalité une victime. J'avais des petits-enfants dont je ne savais même pas l'existence. La maison que j'avais achetée pour sauver Katie avait en réalité sauvé Finn et les enfants. En arrivant chez moi, j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués de la mère de Katie, mon ex-femme. Nous étions divorcés depuis 15 ans, mais nous restions en contact à cause de Katie. Elle devait avoir appris l'arrestation. Je n'étais pas prêt à lui parler. Elle voudrait payer la caution de Katie. Trouver des excuses au comportement de Katie comme elle le faisait toujours. Je ne pouvais plus faire ça. Je suis resté assis dans ma camionnette pendant 20 minutes avant d'entrer. Ma maison semblait vide et silencieuse. J'ai préparé du café même s'il était tard. J'avais besoin de quelque chose à faire avec mes mains. Vers minuit, je ne supportais plus le silence. J'ai appelé mon frère Ross. Il a décroché dès la 2e sonnerie, sa voix rauque de sommeil. « Tu sais quelle heure il est ?» Je lui ai raconté tout. Les 2 années de mensonges, les enregistrements de sécurité, Derek, la confrontation, le couteau, l'arrestation de Katie, les enfants. Tout est sorti en un long flot. Ross ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Puis il a dit qu'il viendrait demain, que je ne devrais pas être seul maintenant. Je l'ai remercié et ai raccroché. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, Ross est arrivé à 9h avec sa femme, Juliette. Elle est thérapeute familiale et a immédiatement compris ce que je traversais. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et elle m'a expliqué que Katie avait probablement un trouble de la personnalité grave.
Elle a parlé des personnes qui se voient comme des victimes, même lorsqu'elles font du mal aux autres. Je n'arrêtais pas de dire que j'aurais dû voir les signes. Juliette a posé sa main sur la mienne et m'a dit fermement que les manipulateurs experts trompent tout le monde. Même les professionnels formés se font avoir. Elle a dit que j'étais aussi une victime. Je n'y avais jamais pensé. Mon téléphone a sonné pendant que nous parlions. La mère de Katie. Je faillis ne pas répondre, mais Juliette m'a fait un signe de tête. J'ai décroché. Mon ex-femme a commencé à hurler avant que je puisse dire bonjour. Comment ai-je pu abandonner notre fille? Comment ai-je pu me ranger du côté de ce mari manipulateur? J'ai essayé de lui expliquer les preuves, mais elle n'a pas écouté. Elle a insisté pour dire que Finn avait tout simulé, que j'étais idiot de le croire. Elle a exigé que je paie immédiatement la caution de Katie. Je lui ai dit non. Elle pouvait le faire si elle voulait. Mais je ne faciliterai plus les abus de Katie. Elle m'a traité de sans-cœur et a raccroché. Juliette m'a pressé l'épaule. Ross a refait du café. Cet après-midi-là, mon ex-femme a payé la caution de Katie. Je savais qu'elle le ferait. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné avec le numéro de Katie. J'ai failli ne pas répondre, mais je devais entendre ce qu'elle dirait. Elle pleurait, me suppliant de comprendre sa version, affirmant que tout le monde mentait sur elle. Je lui ai dit que j'avais vu les vidéos et les captures d'écran, que je connaissais maintenant la vérité, qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle sérieuse. Ses pleurs se sont arrêtés instantanément. Sa voix est devenue froide et dure. Elle a crié qu'elle était morte pour moi, qu'elle s'assurerait que je ne reverrais jamais mes petits-enfants, qu'elle dirait à tout le monde à quel point j'étais un père horrible. Puis elle a raccroché. Je suis resté là, regardant mon téléphone. C'était ma fille, la fille que j'avais élevée. À un moment donné, elle était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai appelé Finn pour l'avertir que Katie avait été libérée sous caution et qu'elle pourrait essayer de venir à la maison. Il m'a remercié, mais m'a dit qu'il avait déjà demandé une ordonnance restrictive d'urgence et la garde temporaire. Son avocat avait tout préparé. Il se préparait à cette éventualité depuis des mois, documentant tout, construisant un dossier, attendant juste l'occasion de s'échapper. Je lui ai dit que je le soutiendrais dans tout ce dont il aurait besoin. Il a dit que cela signifiait le monde pour lui et pour les enfants. 2 jours après l'arrestation de Katie, le détective Lou Bertrand a appelé mon portable. Il avait besoin de ma déposition complète sur l'incident du couteau et sur tout ce que Katie m'avait dit au cours des 2 dernières années. J'ai conduit au poste de police cet après-midi-là et me suis assis en face de lui dans une petite salle d'interrogatoire aux murs gris, avec une table entre nous. Il avait un appareil d'enregistrement et un carnet. J'ai commencé à parler et je n'ai pas arrêté pendant 3 heures. Chaque histoire que Katie m'avait racontée sur Finn revenait avec des détails vifs. Comment elle disait qu'il lui lançait des objets alors que je voyais dans les vidéos qu'elle lançait des lampes et des assiettes. Comment elle prétendait qu'il criait sur les enfants alors que la vidéo montrait qu'il parlait doucement pendant qu'elle s'énervait. Comment elle affirmait qu'il contrôlait tout son argent alors que les relevés bancaires que Finn m'avait montrés prouvaient qu'elle avait accès à tout et vidait les comptes pour ses infidélités. Le détective Bertrand notait tout et me posait des questions précises sur les dates et les détails. Il m'a expliqué qu'il construisait un dossier de violence domestique contre Katie et que mon témoignage sur sa campagne de tromperie de 2 ans aiderait à établir son schéma de comportement. Le schéma montrait qu'elle était habile en manipulation et prête à détruire la réputation de quelqu'un pour garder le contrôle. Je me suis senti malade en passant en revue chaque mensonge et en réalisant que j'y avais cru. L'expression du détective est restée neutre et professionnelle, mais j'ai pu voir qu'il avait déjà vu des cas similaires. Il a mentionné que les fausses accusations de violence étaient plus courantes que les gens ne le pensaient et qu'elles détruisaient la vie de personnes innocentes. Quand nous avons terminé, il m'a remercié de m'être présenté et a dit que ma disposition à témoigner contre ma propre fille montrait un vrai caractère. Je n'ai pas senti que cela montrait du caractère. J'ai senti que cela montrait à quel point j'avais échoué auprès de Finn et de ses enfants pendant 2 ans. Avant de quitter le poste, le détective Bertrand a mentionné autre chose. 2 anciens collègues de Finn s'étaient présentés avec des déclarations affirmant avoir été témoins des abus verbaux publics de Katie envers lui. Elle apparaissait sur son lieu de travail et le réprimandait devant les clients, le traitant d'inutile, d'idiot et de mauvais père,
provoquant des scènes dans le magasin où elle travaillait comme gérante. Mais dès que quelqu'un essayait d'intervenir ou demandait si elle allait bien, Katie changeait immédiatement. Les larmes coulaient et elle se faisait passer pour la victime. Elle disait que Finn était contrôlant et qu'elle essayait seulement de se procurer de l'argent pour les courses. Les collègues ont dit qu'ils la croyaient au début parce qu'elle était très convaincante. Mais après plusieurs incidents, ils ont commencé à remarquer un schéma. Ils ont vu que Finn n'élevait jamais la voix ni ne se défendait. Comment il s'excusait auprès des clients après son départ et trouvait des excuses pour son comportement. Comment il avait l'air épuisé et abattu. Un collègue l'a finalement pris à part et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Finn s'est effondré et lui a montré certains des hématomes que Katie lui avait infligés, mais il l'a supplié de ne pas le signaler car Katie avait menacé de dire qu'il l'abusait si quelqu'un découvrait la vérité. La collègue de travail se sentit terriblement coupable de ne pas avoir insisté davantage pour l'aider. Elle faisait maintenant une déposition pour compenser cela. Le détective Bertrand expliqua que le schéma de comportement s'étendait sur plusieurs années selon ses témoignages. Je restais assis, me sentant physiquement malade. Toutes ces fois où j'avais envoyé des messages de soutien à Katie, lui disant de rester forte contre son mari abusif. Toutes ces fois où je m'étais proposé pour l'aider à le quitter. En réalité, je l'encourageais à continuer de tourmenter un homme innocent, piégé et terrorisé. Le détective put voir que je luttais et me dit que j'étais moi aussi une victime de sa manipulation. Cela ne me fit pas me sentir mieux. Je conduisis chez moi, hébété, et 1 heure plus tard, je vis le nom de Finn apparaître sur l'écran de mon téléphone. Il appelait pour demander si j'accepterais d'assister à son audience de garde d'urgence comme témoin. Sa voix semblait nerveuse mais pleine d'espoir. Il expliqua que le fait que le propre père de Katie témoigne sur ses mensonges et sa violence constituerait une preuve puissante pour le juge. Son avocat pensait que cela pourrait faire la différence entre une visite supervisée et une garde partagée possible. J'acceptai immédiatement sans même demander quand l'audience était prévue. Je lui dis que c'était le minimum que je pouvais faire après avoir facilité les abus de Katie pendant 2 ans. Je pus entendre le soulagement dans sa voix lorsqu'il me remercia. Il expliqua que son avocat pensait qu'ils avaient un dossier solide pour obtenir la garde exclusive avec seulement des visites supervisées. Les enregistrements de sécurité, combinés à l'incident du couteau et maintenant au témoignage de plusieurs témoins, peignaient un tableau clair. Le passé judiciaire de Katie et la violation de l'ordonnance restrictive renforçaient l'argument selon lequel elle était dangereuse. Finn mentionna que les enfants allèrent bien, mais Michael continuait de demander si maman viendrait les chercher. Je lui promis que je ferais tout mon possible pour m'assurer que ses enfants restent en sécurité avec lui. Après avoir raccroché, je m'assis sur mon canapé et fixai le mur longtemps. L'audience de garde eut lieu 3 jours plus tard au tribunal de la famille. J'arrivai en avance et m'assis dans la salle d'attente, regardant les avocats et les familles se déplacer dans les couloirs. Ross m'accompagnait pour me soutenir, même s'il ne devait pas témoigner. Lorsque nous entrâmes dans la salle d'audience, je vis Katie assise à une table avec son avocate. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, les cheveux attachés et portant une robe conservatrice. Quand elle me vit entrer et m'asseoir du côté de Finn, son visage passa par plusieurs expressions. Surprise d'abord, puis blessée, puis froide et dure. Le juge entra et tout le monde se leva. C'était un homme âgé aux cheveux gris, portant des lunettes de lecture. L'audience commença avec l'avocat de Katie présentant sa version. Il décrivit Katie comme une mère en difficulté, ayant commis une erreur dans un moment de peur. Il affirma que les enregistrements de sécurité avaient été sortis de leur contexte et ne montraient pas l'ensemble de sa relation. Il soutint que Katie aimait ses enfants et méritait une chance de maintenir sa relation avec eux. Puis Katie monta à la barre. Je l'observais jouer la comédie devant le juge avec des larmes et une voix tremblante. Elle affirma que Finn m'avait manipulé contre elle. Elle dit que les enregistrements de sécurité avaient été montés pour la faire passer pour une mauvaise personne. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait saisi le couteau que parce qu'elle avait eu peur lorsqu'elle s'était retrouvée coincée par 3 hommes dans cette maison. Elle pleura en parlant de son manque de ses bébés et de son désir d'être une bonne mère. Le juge écouta sans expression. Ensuite, l'avocat de Finn m'appela à la barre. Je montai, m'assis, et posai ma main sur la Bible pour jurer de dire la vérité. L'avocat de Katie tenta de contester mon témoignage, mais le juge rejeta l'objection.
Je commençais à parler des 2 années de mensonges que Katie m'avait racontées. Chaque histoire sur les abus de Finn que je savais maintenant inventer, les enregistrements de sécurité que j'avais vus montrant que Katie était la véritable abuseuse, l'incident du couteau où elle avait menacé des personnes, y compris son propre père. J'expliquais à quel point Katie était habile en manipulation et combien je l'avais cru complètement jusqu'à ce que je voie une preuve irréfutable. Je parlais de ses infidélités, de ses mensonges et des menaces que Finn avait subies. Le visage de Katie passa par le choc d'abord lorsqu'elle réalisa que je témoignais réellement contre elle, puis par la trahison comme si je l'avais poignardée dans le dos. Finalement, son expression se fixa sur une haine froide, ses yeux rivés aux miens avec une pure colère. Je continuais de parler sans détourner le regard. Lorsque j'eus fini, l'avocat de Katie tenta de discréditer mon témoignage en disant que j'étais désormais partial en faveur de Finn, mais le juge ne sembla pas convaincu par cet argument. Le juge demanda à revoir les enregistrements de sécurité dans son bureau. Nous attendîmes tous dans la salle d'audience pendant 30 minutes pendant qu'il regardait les vidéos sur un ordinateur portable. Lorsqu'il revint, son expression était sombre. Il accorda à Finn la garde exclusive temporaire et à Katie seulement des visites supervisées dans un centre familial. Il étendit l'ordonnance restrictive pour inclure l'école et les activités des enfants. Katie ne pouvait s'approcher à moins de 500 pieds de leur école ou de tout endroit où ils avaient des activités régulières. Toutes les visites devaient se dérouler dans l'établissement approuvé avec un superviseur formé présent. L'avocat de Katie commença à argumenter, mais le juge l'interrompit. Il déclara clairement que les preuves d'abus et l'incident du couteau rendirent le contact non supervisé dangereux pour toutes les personnes impliquées. Le schéma de comportement était trop préoccupant pour risquer la sécurité des enfants. Le visage de Katie devint d'abord pâle, puis rouge. Elle commença à trembler. Katie se leva de sa chaise et se mit à crier. Elle cria que nous regretterions tous cela, qu'elle prouverait que Finn était le véritable abuseur et que tout le monde verrait la vérité. Que j'étais le pire père du monde d'avoir abandonné ma propre fille. Les agents de sécurité se rapprochèrent, mais elle continua de crier jusqu'à ce que son avocat la saisisse par le bras et tente de la calmer. Le juge frappa son marteau et avertit qu'un autre accès de colère entraînerait des accusations de mépris de cour. Katie finit par arrêter de crier, mais tout son corps était raide de colère. Elle se retourna et s'élança vers la sortie en courant. Je restai assis, me sentant complètement vide. Ma fille venait de me traiter de pire père du monde devant un tribunal ouvert. Une partie de moi voulait courir après elle pour essayer de lui expliquer, mais la partie la plus grande savait qu'il n'y avait rien que je puisse dire pour la faire comprendre. J'enterrais la fille que je croyais connaître tout en acceptant la réalité de qui elle était réellement. Ces deux versions ne pouvaient coexister dans le même espace. Ross posa sa main sur mon épaule depuis le siège derrière moi. Il se pencha en avant et murmura « Tu as fait ce qu'il fallait ». J'acquiesçai, mais cela n'atténua pas la douleur. Finn semblait soulagé, mais épuisé. Son avocat rassemblait des papiers et expliquait les prochaines étapes. Je restais là, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Au cours de la semaine suivante, je commençais à rencontrer Juliette pour des séances de thérapie. Elle m'avait proposé ces séances après avoir vu à quel point je luttais avec tout cela. Nous nous asseyions dans son bureau à domicile, avec des fauteuils confortables et un éclairage doux. Elle m'aida à comprendre que j'étais moi aussi une victime de la manipulation de Katie. Que l'amour paternel m'avait rendu vulnérable à croire ces histoires parce que je voulais protéger ma fille. Elle expliqua que les personnes ayant des troubles de la personnalité, comme Katie probablement, sont incroyablement habiles à repérer et exploiter les vulnérabilités émotionnelles. Elles savent exactement quoi dire pour que les gens les croient. Je continuais de dire que j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû questionner davantage les histoires de Katie. J'aurais dû parler directement à Finn il y a des années. J'aurais dû protéger ses enfants plus tôt. Juliette me dit doucement mais fermement que me punir moi-même ne changerait pas le passé. L'important était que je voyais la vérité maintenant et que je prenais des mesures pour soutenir les vraies victimes. Elle dit que la douleur que je ressentais était réelle et légitime. Je faisais le deuil de la fille que je croyais avoir. Cette relation était construite sur des mensonges. Mais l'amour que je ressentais était sincère. Traiter cette contradiction prendrait du temps. Certaines séances, je pleurais. D'autres, je restais simplement assis, engourdi. Mais peu à peu,
Je commençais à accepter que aimer Katie et la tenir responsable n'étaient pas mutuellement exclusifs. 2 semaines après l'audience de garde, mon téléphone vibra avec un message de Finn. Il me demanda si je voulais rencontrer les enfants correctement maintenant que les choses s'étaient un peu calmées. Je restai longtemps à regarder le message avant de répondre oui. Le trajet vers la maison me sembla plus long qu'il ne l'était réellement. J'étais nerveux à l'idée de faire face à Michael et Sophie après tout ce qui s'était passé. Ils m'avaient vu lors de la confrontation quand leur mère avait saisi un couteau. Ils avaient été terrifiés ce jour-là. Je ne savais pas s'ils voudraient me voir. Je me garai à l'entrée de la maison que j'avais achetée et marchai jusqu'à la porte principale. Finn ouvrit avec un sourire fatigué mais sincère. La maison avait l'air différente maintenant, avec des meubles et des jouets d'enfants éparpillés. Elle paraissait habitée et sécurisée. Michael apparut dans le couloir et s'arrêta en me voyant. Il avait 7 ans, avec les cheveux foncés comme Finn et des yeux prudents. Je me mis à sa hauteur et lui dis bonjour. Il resta près de son père et ne dit rien au début. Puis Sophie arriva en courant d'une autre pièce. Elle avait 3 ans, des boucles blondes, et ne semblait pas se souvenir aussi clairement des moments effrayants. Elle s'accrocha à la jambe de Finn et me regarda avec des yeux curieux. Finn me présenta comme leur grand-père et expliqua que j'étais un ami qui les avait aidés à déménager dans cette maison. Le visage de Sophie s'illumina et elle demanda si je voulais voir sa nouvelle chambre. Michael resta silencieux, mais acquiesça quand Finn demanda si c'était d'accord. Je passai l'après-midi à jouer avec les enfants pendant que Finn préparait le dîner dans la cuisine. Sophie me montra tous les jouets de sa chambre et insista pour que je m'assoie à une fête du thé avec ses peluches. Michael finit par se décider et me montra sa collection de livres. Il lisait au-dessus du niveau de sa classe et en était fier. La maison avait une atmosphère paisible, d'une manière que je n'avais pas prévue. Pas de tension dans l'air, pas besoin de marcher sur la pointe des pieds, juste un père et ses enfants à l'aise dans leur propre espace. C'était étrange de construire une relation avec des petits-enfants dont je ne savais pas qu'ils existaient il y a seulement une semaine. Étrange, mais agréable. Au fil de l'après-midi, Michael commença à poser davantage de questions. Il voulait savoir si je vivais près d'ici et si je reviendrais leur rendre visite. Je lui promis que je viendrais aussi souvent qu'il le souhaiterait. Puis il se tut un moment avant de poser la question que je savais qu'elle viendrait. Il demanda si je savais que sa maman était méchante avec son papa. Je m'assis sur son lit à côté de lui et lui dis honnêtement que je ne le savais pas. Que sa maman m'avait aussi menti, que je pensais que son papa était le méchant. Mais je me trompais. Michael acquiesça comme si cela avait du sens pour lui. Il dit que sa maman ment beaucoup. Il dit qu'elle leur disait que papa était méchant, mais que papa ne les avait jamais blessés. Seule maman a fait du mal à papa. La façon naturelle dont il le dit me brisa quelque chose dans la poitrine. Cet enfant de 7 ans avait vécu toute sa vie avec la vérité sur les abus de sa mère pendant que je croyais à ses mensonges depuis l'extérieur. Pendant le dîner, Finn se confia sur les années d'abus et d'isolement d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Les enfants regardaient un film dans le salon pour que nous puissions parler librement dans la cuisine. Il expliqua comment Katie menaçait d'affirmer qu'il la frappait s'il essayait de partir ou de dire la vérité à quelqu'un. Elle disait que personne ne croirait un homme qui alléguait des abus par une femme. Elle disait qu'elle s'assurerait qu'il ne reverrait jamais ses enfants. Elle décrivait en détail comment elle dirait à la police qu'il était violent et dangereux. Finn dit qu'il était resté pour protéger Michael et Sophie parce qu'il avait peur que Katie obtienne la garde et les blesse sans qu'il soit là pour intervenir. Il ne pouvait pas prendre le risque de les laisser seuls avec elle. Alors, il supporta les coups, les abus verbaux et les infidélités. Il documenta tout en secret et attendit toute occasion pour s'échapper en toute sécurité avec ses enfants. Quand je l'appelai ce soir-là avant la visite à la maison, il vit son opportunité. Il savait que si je pouvais voir la vérité, je pourrais peut-être l'aider lui plutôt que de continuer à aider Katie à le piéger. J'écoutais avec horreur croissant alors qu'il décrivait des années à être otage dans sa propre maison. Ma fille avait utilisé son amour pour ses enfants comme arme contre lui. Elle savait qu'il supporterait n'importe quoi pour les protéger, et elle en profita sans pitié. La voix de Finn resta calme et ferme pendant qu'il parlait, mais ses mains tremblaient légèrement. Il dit que me raconter tout cela lui donnait l'impression de pouvoir enfin respirer, après avoir retenu son souffle pendant des années. Je lui dis que je regrettais de ne pas l'avoir vu plus tôt.
Je regrettais chaque message de soutien que j'avais envoyé à Katie alors qu'elle le tourmentait. Il dit qu'il comprenait pourquoi je l'avais cru, que Katie était convaincante et que je n'avais aucune raison de douter de ma propre fille, mais que maintenant nous pouvions avancer et nous concentrer sur la sécurité et le bonheur des enfants. C'était le plus important. Quelques jours plus tard, Finn m'appela, semblant fatigué et inquiet à propos de la visite supervisée qui commencerait la semaine suivante. Il expliqua que Katie pourrait voir Michael et Sophie tous les samedis dans un centre familial du centre-ville, avec un superviseur formé présent dans la salle tout le temps. Le superviseur observerait toute la visite et rédigerait des rapports pour le tribunal, mais Finn expliqua que Katie était très douée pour la manipulation subtile, difficile à détecter pour les étrangers. Elle savait dire des choses qui semblaient innocentes, mais qui étaient en réalité destinées à faire culpabiliser ou effrayer les enfants. Il admit qu'il avait peur de devoir laisser les enfants et de voir Katie, même brièvement dans le parking, car elle essaierait probablement de provoquer une scène ou de dire quelque chose pour l'embêter devant eux. Je me proposais immédiatement de m'occuper de toute la conduite. Aller chercher les enfants chez eux, les emmener à la visite, puis les ramener, afin que Finn n'ait aucun contact avec Katie. Le soulagement dans sa voix fut immédiat, et il accepta, me remerciant plusieurs fois de lui enlever ce stress. Nous convînmes que je viendrais chez lui à 9h le samedi matin pour emmener Michael et Sophie à leur rendez-vous de 10h. Cette même soirée, mon téléphone sonna avec le numéro de mon ex-femme à l'écran. Je faillis ne pas répondre, car notre dernière conversation s'était terminée avec elle me hurlant dessus. Mais quelque chose me poussa à décrocher. Au lieu de crier cette fois, elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine prononcer des mots. Elle me supplia en larmes d'aider Katie à récupérer la garde, disant que notre fille traversait une période très difficile et avait besoin du soutien de sa famille, pas d'une punition. Elle insista sur le fait que Katie n'avait fait que quelques erreurs et que tout le monde était trop dur, que lui enlever ses enfants était cruel et la détruirait. Je respirais profondément et expliquai aussi doucement que possible que Katie ne traversait pas simplement une période difficile. Elle représentait un danger réel pour Finn et potentiellement pour les enfants si elle se mettait en colère. Je dis à mon ex-femme que les vidéos de surveillance ne mentaient pas, que j'avais vu de mes propres yeux ce que Katie avait fait pendant des années et que faciliter son comportement en faisant semblant que ce n'était pas grave n'aiderait personne, surtout pas Katie elle-même. Les pleurs de mon ex-femme se transformèrent rapidement en colère et elle dit que j'avais tourné le dos à ma propre fille pour un homme que je connaissais à peine. Avant que je puisse répondre, elle raccrocha et je restais là, regardant mon téléphone, sachant que cette conversation avait probablement endommagé notre relation de façon irréparable. Elle avait choisi de croire les mensonges de Katie plutôt que les preuves documentées. Et je ne pouvais pas la forcer à voir la vérité si elle ne le voulait pas. Le samedi matin arriva trop vite. J'arrivai chez Finn à 9h pile et trouvai les deux enfants déjà habillés et prêts, bien que Michael semblait anxieux et Sophie confuse sur la destination. Finn leur fit de longs câlins et leur rappela de bien se comporter, puis les accompagna jusqu'à ma voiture. Le trajet jusqu'au centre familial dura 20 minutes. Michael resta silencieux tout le temps, tandis que Sophie bavardait sur ses jouets. Le bâtiment était simple et institutionnel, avec une salle d'attente meublée de manière usée et des dessins d'enfants collés au mur. Une femme avec un clipboard nous enregistra et expliqua qu'elle superviserait la visite, puis conduisit Michael et Sophie à travers une porte vers une salle où Katie les attendait déjà. J'aperçus le visage de Katie s'illuminer en voyant les enfants, puis la porte se referma. Je m'assis dans la salle d'attente pendant l'heure suivante, essayant de lire un magazine, mais surtout en regardant l'horloge. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, la superviseuse sortit la première avec une expression tendue, suivie de Sophie, en pleurs, et de Michael, complètement figé, les yeux vides. Katie tenta de les suivre, mais la superviseuse lui dit fermement de rester à l'intérieur pendant que les enfants quittèrent le bâtiment. Je pris rapidement les deux enfants, les attachai dans la voiture, remarquant que les mains de Michael tremblaient légèrement. Le trajet du retour fut silencieux, à l'exception des sanglots de Sophie. À mi-chemin, Michael parla d'une voix faible et demanda s'il devait continuer à voir maman. La question me brisa le cœur, mais je gardai ma voix ferme et lui dis que le juge avait dit oui pour l'instant, mais que son papa et moi les protégions et que la superviseuse était là pour s'assurer que maman se comporte correctement. Michael acquiesça, mais ne semblait pas convaincu, et je fis une note mentale de dire à Finn à quel point la visite avait été difficile. 2 jours plus tard,
le détective Bertrand appela mon téléphone portable pour me donner des nouvelles de l'affaire Katie. Il expliqua que le procureur avait examiné toutes les preuves, y compris les vidéos de surveillance, les captures d'écran, les déclarations de témoins et le rapport de l'incident du couteau, et avait décidé de poursuivre des accusations formelles de violence domestique contre Katie. La documentation accumulée constituait un dossier vraiment solide, surtout combiné avec les preuves physiques de ce jour-là dans la maison. Le détective Bertrand expliqua que le bureau du procureur offrait à Katie un accord de culpabilité, qui inclurait des cours obligatoires de gestion de la colère, une évaluation psychologique complète et une probation au lieu de la prison si elle plaidait coupable de charges réduites. Je demandai ce qui se passerait si Katie refusait l'accord, et il répondit qu'ils iraient en procès, ce qui signifierait que nous devrions tous témoigner au tribunal et que les enfants pourraient être interrogés par les services de protection de l'enfance dans le cadre de la procédure. Il mentionna que le procureur était confiant dans leur capacité à gagner le procès, mais que ce serait plus difficile pour tous les impliqués, surtout pour Michael et Sophie. Je le remerciai pour la mise à jour et dis que j'espérais que Katie accepterait l'accord, même si j'avais le pressentiment qu'elle ne le ferait pas. Effectivement, Finn m'appela le lendemain après-midi, stressée, pour me dire que Katie avait complètement refusé l'accord de culpabilité. Elle insistait sur son innocence et affirmait que nous avions tous conspiré contre elle, que les preuves étaient fausses ou sorties de leur contexte. Apparemment, son avocat lui avait fortement conseillé d'accepter l'accord, expliquant qu'aller en procès était risqué et que les preuves contre elle étaient substantielles. Mais Katie l'avait renvoyée sur le champ pour ne pas croire en son innocence. Elle avait déjà engagé un nouvel avocat qui promettait de se battre fermement contre les accusations et de prouver que Finn nous avait tous manipulés. L'avocat de Finn lui avait averti que cela signifiait que nous nous dirigions vers un procès complet, où nous devrions tous témoigner sous serment et où les services de protection de l'enfance voudraient probablement interroger Michael et Sophie sur leur vie à la maison avec les deux parents. Le stress dans la voix de Finn était clair, et je lui dis que nous traverserions cela ensemble, que la vérité était de notre côté et que les preuves parleraient d'elles-mêmes. Le mardi suivant, une femme nommée Anna Tyson des services de protection de l'enfance se présenta chez Finn pour effectuer une évaluation du domicile et interviewer les enfants. J'y étais allé ce matin-là parce que Finn m'avait demandé d'être présent pour le soutenir. Je fus content de l'avoir fait, car il semblait nerveux lorsqu'il ouvrit la porte. Anna se montra professionnelle mais aimable, expliquant qu'elle devait évaluer l'environnement familial et parler avec Michael et Sophie dans le cadre de la procédure de garde en cours. Elle a marché lentement dans toute la maison, prenant des notes sur sa tablette concernant la propreté, les chambres des enfants avec leurs jouets et leurs livres, le réfrigérateur bien approvisionné, ainsi que les mesures de sécurité comme les cache-prises et les serrures des placards. Elle a posé des questions à Finn sur sa routine quotidienne avec les enfants, leurs arrangements scolaires et préscolaires, leurs soins médicaux et la façon dont ils géraient la discipline. Finn a répondu à tout avec calme et honnêteté, et j'ai pu voir l'expression d'Anna se détendre en réalisant qu'il s'agissait d'un foyer bon et stable. Ensuite, elle s'est assise par terre dans le salon avec Michael et Sophie et a passé presque 1 heure à simplement jouer avec eux et à leur poser des questions bienveillantes sur leur vie. Elle a demandé quelles étaient leurs nourritures préférées, ce qu'ils aimaient faire avec leur père, s'ils se sentaient en sécurité à la maison, et des questions soigneusement formulées sur leurs souvenirs de la vie avec maman et papa ensemble. Michael était prudent au début, mais s'est progressivement ouvert. Tandis que Sophie voulait surtout montrer à Anna ses peluches. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que les deux enfants semblaient clairement à l'aise et en sécurité lorsqu'ils parlaient de leur père, mais se taisaient et se tendent lorsque Anna posait doucement des questions sur leur mère. Après que les enfants soient sortis jouer dans le jardin, Anna s'est tournée vers moi et m'a demandé mon point de vue en tant que père de Katie et grand-père des enfants. J'ai respiré profondément et lui ai tout raconté, en commençant par les 2 années pendant lesquelles Katie m'avait menti, en disant que Finn était abusif, les enregistrements de sécurité qui avaient à montrer la vérité, la confrontation dans la maison, et mon engagement actuel à soutenir Finn et les enfants dans tout ce dont ils auraient besoin. J'ai admis que j'avais été complètement trompé par ma propre fille et que je me sentais coupable d'avoir facilité son abus sur Finn pendant si longtemps, mais que maintenant je comprenais clairement la situation et que j'étais déterminé à aider à maintenir les enfants en sécurité. Anna a pris des notes détaillées et a dit quelque chose qui m'a surpris.
Elle expliqua qu'avoir le grand-père maternel soutenant activement la garde du père était vraiment inhabituel et significatif. Dans la plupart des cas, les membres de la famille prennent parti pour leurs propres parents de sang, indépendamment des preuves. Le fait que j'ai changé de position après avoir vu les preuves montrait à quel point le comportement de Katie devait être grave, et cela serait noté dans son rapport au tribunal. Ce week-end-là, Ross a appelé et invité Finn et les enfants à dîner dimanche chez lui et chez Juliette. Il a dit qu'il voulait montrer un soutien familial et aider Michael et Sophie à se sentir connectés au côté familial de leur grand-père, puisqu'ils avaient manqué de nous connaître pendant si longtemps. Finn accepta avec gratitude, et nous y sommes allés tous ensemble ce dimanche après-midi. La maison de Ross et Juliette était chaleureuse et accueillante, et ils s'étaient clairement préparés pour les enfants avec des jeux et des activités organisées. Voir mon frère et sa femme accueillir Finn avec une gentillesse et un respect sincère me serra la gorge, car c'est ainsi que la famille aurait dû se comporter tout le temps, au lieu de croire les mensonges de Katie. Ross a serré la main de Finn avec fermeté et lui a dit qu'il était content de le rencontrer enfin correctement, et Juliette lui a fait un câlin chaleureux. Michael fut timide au début, mais Ross le fit parler de football, et bientôt ils tapèrent dans un ballon ensemble dans le jardin. Sophie rejoignit immédiatement Juliette, la suivant dans la cuisine et aidant à remuer les ingrédients pour le dîner. Pendant le repas, Ross et Juliette ont posé des questions à Finn sur son travail et ses centres d'intérêt, le traitant comme un membre précieux de la famille plutôt que comme le monstre que Katie avait décrit. Ils ont interrogé les enfants sur l'école et le préscolaire, ont joué avec eux après le dîner et se sont assurés que chacun se sente inclus et à l'aise. À la fin de la soirée, Sophie s'était endormie sur les genoux de Ross pendant qu'il lui lisait une histoire, et Michael montrait ses dessins à Juliette. En rentrant à la maison, Finn m'a remercié à voix basse d'avoir une famille qui l'avait accueilli, lui et les enfants, si complètement, et je lui ai dit que ce n'était que le début de la construction du système de soutien familial qu'il aurait toujours dû avoir. 3 semaines plus tard, je me préparais à me coucher vers 23 heures quand j'ai entendu un claquement de porte à l'extérieur de ma maison. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Katie trébucher sur mon allée, manifestement ivre à en juger par sa démarche instable. Mon cœur s'est mis à battre plus vite alors qu'elle arrivait à ma porte d'entrée et commençait à frapper, en appelant mon nom et en pleurant. Je n'ai pas ouvert la porte, mais je me suis placé derrière elle et lui ai demandé ce qu'elle voulait. À travers le bois, je pouvais l'entendre sangloter qu'elle avait besoin de mon aide pour récupérer ses enfants, qu'elle regrettait tout, qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Elle affirmait que Finn l'avait provoquée pour qu'elle réagisse mal, qu'elle était simplement stressée et dépassée, et que si je l'aidais juste une fois de plus, tout irait bien. Ses paroles étaient traînantes et désespérées, et je me suis senti partagé entre mon instinct d'aider ma fille et ma connaissance de ce qu'elle avait réellement fait. Je lui ai dit à travers la porte fermée que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas l'aider, qu'elle devait accepter la responsabilité de ses actes et obtenir une aide professionnelle réelle. Les pleurs se sont arrêtés brusquement et se sont transformés en cris. Elle a crié que j'avais choisi Finn plutôt que ma propre fille, que j'étais un terrible parent, qu'elle ne me pardonnerait jamais de l'avoir trahi ainsi. Elle a continué à crier et à frapper à la porte, et j'ai pu entendre les lumières des voisins s'allumer. Je lui ai dit qu'elle devait partir, car elle violait l'ordonnance de protection en venant chez moi. Mais elle a seulement crié plus fort qu'elle se fichait de cette stupide ordonnance. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et appelé le 911, signalant que quelqu'un violait une ordonnance de protection à mon adresse. L'opératrice m'a dit que des officiers étaient en route et que je devais rester à l'intérieur. Porte fermée. Katie a dû m'entendre au téléphone car ses cris sont devenus encore plus forts, me traitant de tous les noms possibles. 10 minutes plus tard, une voiture de patrouille s'est arrêtée avec les lumières allumées, et j'ai reconnu l'officier Hoffman qui en descendait. Il s'est approché de Katie avec précaution, qui était maintenant assise sur ma marche avant, encore en larmes, et j'ai observé par la fenêtre comment il lui parlait calmement. Elle ne s'est pas opposée quand il l'a aidée à se lever, et il lui a expliqué qu'elle était arrêtée pour violation de l'ordonnance de protection. Elle est restée complètement molle, le laissant la guider vers la voiture de patrouille sans résistance. Il l'a installée à l'arrière, puis est venu à ma porte pour obtenir ma déclaration sur ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué toute la situation en regardant Katie à travers la fenêtre de la voiture de patrouille.
et j'ai eu l'impression de regarder une complète étrangère. La fille que j'avais élevée ne serait jamais devenue cette personne qui se présentait ivre en pleine nuit, violant des ordonnances judiciaires. Sauf que, d'une manière ou d'une autre, c'était arrivé. Et je ne savais pas si la Katie dont je me souvenais avait vraiment existé un jour, ou si j'avais simplement été aveugle à qui elle était réellement tout ce temps. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7 heures. Le nom de Finn sur l'écran m'a fait m'asseoir rapidement sur le lit. J'ai répondu et il m'a demandé si j'allais bien après la nuit précédente. Sa voix semblait inquiète et fatiguée. Je lui ai dit que j'allais bien, mais que je trouvais étrange qu'il s'inquiète pour moi alors que Katie était son abusante. Il a dit « Maintenant, nous sommes une famille et nous devons nous soutenir mutuellement. Katie nous a tous les deux blessés de différentes manières et nous surmontons cela. » L'appel n'a duré que quelques minutes, mais quelque chose a changé dans ma perception de Finn. Il n'était plus seulement mon gendre. C'était quelqu'un qui se souciait de moi-même après tout ce que ma fille lui avait fait subir. 2 heures plus tard, mon ex-femme a appelé. Elle pleurait tellement fort que j'avais du mal à la comprendre au début. Katie était de retour en prison parce que violer l'ordonnance de protection avait entraîné la révocation de sa caution. Maintenant, une nouvelle caution de 50 000 $ avait été fixée. Mon ex-femme ne pouvait pas la payer. Elle m'a demandé si je l'aiderais à la payer. Je suis resté assis, tenant le téléphone, partagé en deux. Chaque instinct paternel disait « Aide ta fille ». Mais je savais que Katie devait faire face à de vraies conséquences. J'ai dit à mon ex-femme aussi doucement que possible que Katie devait rester en prison. Peut-être que toucher le fond la pousserait à chercher une véritable aide. Mon ex-femme m'a traité de sans-cœur et a raccroché. Je suis resté seul dans ma maison pendant 1 heure à fixer le mur. Est-ce que je faisais ce qu'il fallait, ou est-ce que j'abandonnais ma fille quand elle avait le plus besoin de moi? La culpabilité me pesait sur la poitrine. Je n'ai pas pu prendre de petit déjeuner. Je n'ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit. Je n'arrêtais pas de répéter la voix de mon ex-femme me traitant de sans-cœur. Vers midi, je suis allé chez Ross et Juliette. Juliette m'a regardé le visage et m'a fait m'asseoir. Je lui ai raconté la situation de la caution et l'appel de mon ex-femme. Juliette a écouté puis a dit quelque chose qui a changé ma vision de tout. Elle a expliqué que soutenir Katie ne signifie pas la protéger des conséquences. Le véritable amour signifie parfois laisser quelqu'un toucher le fond pour qu'il cherche enfin de l'aide. J'ai objecté que chaque instinct paternel dit « Sauve ton enfant ». Juliette a hoché la tête et a dit oui, mais sauver Katie ne fait que lui permettre de blesser davantage de personnes. Elle a demandé si je voulais aider Katie ou aider les victimes de Katie. La question m'a frappé fort. J'ai pensé à Finn, Michael et Sophie. La culpabilité était écrasante certains jours, mais ensuite je m'imaginais les enfants s'épanouir avec leur père dans cette maison, en sécurité et heureux, sans marcher sur la pointe des pieds autour de leur mère. Je savais que j'avais pris la bonne décision, même si cela faisait mal. 3 semaines après le retour de Katie en prison, son nouvel avocat appela Finn. Katie acceptait le marché de plaidoyer. Elle suivrait une thérapie de gestion de la colère et une évaluation psychologique, et continuerait les visites supervisées. En échange, les accusations de violence domestique furent réduites. L'avocat expliqua qu'il avait convaincu Katie que passer en jugement entraînerait probablement de pires conséquences, voire la perte totale de ses droits parentaux. Finn m'appela juste après et me dit qu'il était soulagé d'éviter le procès, mais il savait que ce n'était que le début d'un long processus judiciaire. L'audience de reconnaissance de culpabilité eut lieu un mercredi matin. Je m'assis dans la salle d'audience et regardai Katie se lever pour faire sa déclaration. Elle présenta ses excuses au tribunal pour ses actes, dit qu'elle regrettait d'avoir causé des problèmes, mais ne regarda jamais Finn, ne lui présenta jamais de vraies excuses. Elle présenta tout cela comme un conflit mutuel ayant dégénéré. Du stress lié à la maternité. Des malentendus devenus plus importants qu'ils n'auraient dû. Le juge écouta avec une expression impassible. Lorsque Katie eut terminé, il dit « L'achèvement de tout traitement ordonné par le tribunal est obligatoire, non facultatif. » Son ton laissait clairement entendre qu'il voyait à travers sa comédie. Les résultats de l'évaluation psychologique arrivèrent 2 semaines plus tard. Je lus le rapport assis à ma table de cuisine. Katie souffre d'un trouble de la personnalité borderline avec des traits narcissiques. Le psychologue expliquait son schéma de perception de l'abandon partout.
Sa manipulation intense des personnes autour d'elle, son incapacité totale à assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Le rapport recommandait une thérapie intensive et possiblement une médication. Il soulignait que, sans traitement, Katie continuerait probablement à reproduire des relations destructrices. Je restais là, ressentant à la fois de la douleur et du soulagement, ayant enfin une explication pour des comportements que je n'avais jamais compris. Toutes ces années de chaos, de drames et de questionnements sur ce que j'avais mal fait comme père. Je savais maintenant que c'était un trouble nécessitant une aide professionnelle. Au cours du mois suivant, Finn et moi avons trouvé une routine. Tous les jeudis soirs, je gardais Michael et Sophie pour que Finn puisse assister à son groupe de soutien pour les survivants de violences domestiques masculines. La première fois que les enfants m'ont appelé grand-père, naturellement, sans qu'on les y incite, j'ai failli pleurer. Nous construisions de vraies relations basées sur la vérité plutôt que sur les crises fabriquées par Katie. Michael me montrait ses devoirs et me demandait de l'aide en mathématiques. Sophie voulait que je joue à la poupée avec elle. Ces soirées devinrent les moments les plus précieux de ma semaine. Une chance d'être le grand-père que j'aurais dû être depuis le début. Les visites supervisées de Katie continuaient chaque semaine. Le superviseur rédigeait des rapports après chaque rencontre. Katie avait du mal à se concentrer sur les besoins des enfants plutôt que sur son propre agenda. Elle passait le temps de visite à essayer de faire transmettre des messages à Finn par Michael et Sophie, leur posant des questions sur leur vie avec leur père au lieu d'être simplement présente avec eux. Michael commença à dire qu'il ne voulait plus aller aux visites. Sophie ne semblait pas comprendre pourquoi maman ne pouvait pas rentrer à la maison. Le superviseur notait tout cela dans ses rapports. 6 semaines après la confrontation à la maison, nous nous sommes tous rendus au tribunal de la famille. Quentin Adams était le médiateur chargé des arrangements de garde à long terme. L'avocat de Katie a beaucoup insisté pour obtenir des visites non supervisées, disant que Katie avait terminé son cours de gestion de la colère. Elle méritait une chance d'obtenir éventuellement une garde partagée. L'avocat de Finn, lui, a plaidé pour le maintien de la supervision jusqu'à ce que Katie ait terminé son traitement et montré un réel changement de comportement, pas seulement cocher des cases, mais assumer une véritable responsabilité. J'ai dû témoigner de nouveau, cette fois au sujet des tentatives continues de manipulation de Katie, de son absence de responsabilité sincère dans tout ce qu'elle faisait. Katie m'a regardé depuis l'autre côté de la salle d'audience avec une haine froide dans les yeux. Le juge a examiné tous les rapports du superviseur et l'évaluation psychologique. Il a pris 20 minutes pour tout lire pendant que nous restions assis en silence. Puis il a rendu sa décision. Garde exclusive maintenue pour Finn. Visites supervisées à poursuivre pour un minimum de 6 mois. Katie doit terminer le programme de gestion de la colère et démontrer une année complète de traitement de santé mentale stable avant que toute modification de la garde ne soit envisagée. Le visage de Katie est resté complètement figé lorsqu'elle a entendu ce délai. 1 an. Pas 1 mois, ni même 6 mois. Une année entière pour prouver qu'elle avait changé avant de pouvoir demander des visites non supervisées. Je l'ai observée assimiler tout cela, et je me suis demandé si, enfin, elle commençait à comprendre quelque chose. Que ses actes ont des conséquences durables dont elle ne peut pas se sortir par la manipulation. Que pleurer, jouer la comédie et se poser en victime ne fonctionnerait plus. Le juge avait vu clair dans son jeu, et maintenant, elle devait faire le travail, ou perdre ses enfants pour toujours. En sortant du tribunal après que le juge eut terminé de parler, Finn m'a pris à part pendant que l'avocat de Katie ramassait encore ses papiers. Il m'a demandé si j'accepterais d'être inscrit comme contact d'urgence et tuteur suppléant pour Michael et Sophie au cas où quelque chose lui arriverait. J'ai accepté immédiatement, sans même réfléchir. Nous sommes allés au bureau du tribunal de la famille le même après-midi et avons rempli tous les formulaires ensemble. Je signais papier après papier pendant que Finn faisait des copies de tout. La secrétaire a traité le dossier rapidement et nous a remis les documents tamponnés. Finn m'a serré la main et m'a remercié de lui faire suffisamment confiance pour faire cela. Je lui ai répondu que c'était plutôt moi qui devais le remercier de me faire confiance après tout ce que Katie lui avait fait subir. En retournant à nos voitures, j'ai eu l'impression d'être enfin le père et le grand-père que j'aurais toujours dû être, sauf que c'était pour la mauvaise génération, en protégeant les enfants que ma fille aurait dû protéger elle-même. 2 semaines plus tard, Katie a commencé ses cours de gestion de la colère ordonnés par le tribunal, tous les mardis et jeudis soirs.
Son thérapeute a appelé le portable de Finn un après-midi, demandant s'il accepterait de participer à une séance conjointe dans le cadre du plan de traitement de Katie. Finn avait l'air stressé lorsqu'il m'en a parlé pendant le dîner chez lui. Il a appelé son propre thérapeute sur le champ et a mis le haut-parleur pour que je puisse entendre les conseils. Le thérapeute a expliqué que Katie devait d'abord travailler sur ses propres problèmes avant que toute thérapie de couple puisse être sûre ou utile pour l'un ou l'autre. Les séances conjointes ne fonctionnaient que lorsque les deux personnes étaient prêtes à assumer leurs responsabilités, et Katie n'en était pas encore là. Finn a envoyé un message poli au thérapeute de Katie pour décliner l'invitation, en expliquant la recommandation de son propre thérapeute. Katie aurait apparemment perdu le contrôle pendant sa séance suivante, criant à son thérapeute que Finn refusait de participer à sa guérison, preuve selon elle qu'il ne tenait jamais à réparer leur mariage. Son thérapeute a tout noté dans les observations de la séance. Encore une preuve que Katie se considérait toujours comme la victime en toutes circonstances. Moi aussi, j'ai commencé une thérapie à la même époque, rencontrant Juliette 2 fois par semaine pour mettre un peu d'ordre dans ma tête. Aimer ma fille, tout en acceptant qu'elle soit une personne violente, me semblait impossible certains jours. Je m'asseyais dans le bureau de Juliette et je pleurais parce que Katie me manquait, la Katie que je croyais connaître. Puis je me sentais coupable de ce deuil, car Finn et les enfants étaient les vraies victimes. Juliette me rappelait sans cesse que les deux choses pouvaient être vraies à la fois. Je pouvais m'attendre à ce que Katie obtienne de l'aide tout en protégeant aussi les personnes qu'elle avait blessées. Je pouvais l'aimer et pourtant choisir de soutenir Finn et mes petits-enfants. Elle m'a aidé à voir que faciliter le comportement de Katie pendant 2 ans n'était pas de l'amour. Cela rendait simplement plus facile pour elle de continuer à blesser les gens. Certains jours, je gérais assez bien cet équilibre, emmenant les enfants au parc et me sentant bien d'être là pour eux. D'autres jours, je voyais quelque chose qui me rappelait la petite Katie de 5 ans, douce qui n'était pas encore devenue ce qu'elle était maintenant, et je devais m'arrêter et simplement rester assis dans ma voiture un moment. 3 mois après la confrontation à la maison, l'école de Michael a appelé Finn pendant les heures de travail. Le directeur a dit que Michael s'était battu dans la cour de récréation et que les 2 parents devaient assister à une réunion. Finn m'a appelé pour demander si je pouvais l'accompagner, car Katie ne pouvait évidemment pas le faire, et je l'ai rejoint à l'école 20 minutes plus tard. Nous nous sommes assis dans le bureau du directeur tandis que Michael attendait dehors avec la secrétaire. L'enseignant a expliqué que Michael avait frappé un autre enfant qui intimidait un élève de première année plus jeune, le faisant tomber et saigner du nez. L'enseignant a demandé à Michael pourquoi il avait fait cela, et Michael a répondu qu'il ne pouvait pas rester là sans rien faire et laisser le tyran blesser quelqu'un de plus petit. Il a dit que c'est ce que sa mère avait fait à son père. Blesser quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre, et que personne ne devrait blesser ceux qu'on est censé aimer ou les personnes plus petites que soi. L'enseignant nous a regardés avec une expression de compréhension, reliant clairement les pièces de la situation familiale de Michael. Finn a pris Michael dans ses bras et lui a dit qu'il était fier de lui pour avoir protégé les autres, mais qu'il fallait travailler à utiliser les mots avant les poings. Michael a reçu une retenue pour s'être battu, mais l'enseignant s'est assuré que nous comprenions qu'il comprenait pourquoi il l'avait fait. Katie a terminé son cours de gestion de la colère 6 semaines plus tard et a obtenu un certificat avec son nom imprimé sur un joli papier. Son avocat l'a présenté au tribunal le même jour comme preuve qu'elle faisait de réels progrès pour devenir une meilleure mère. Le tribunal a demandé l'évaluation privée de l'instructeur pour accompagner le certificat et ce rapport racontait une histoire très différente. L'instructeur a noté que Katie participait très peu aux discussions de classe, blâmait Finn et d'autres personnes pour sa colère tout au long des sessions et montrait très peu de compréhension réelle de ses propres schémas de comportement. Elle a complété les heures requises et réussi les tests de base. Mais l'instructeur ne pouvait honnêtement pas dire que Katie avait intégré l'une des leçons ou changé sa façon de penser. Le juge a examiné les 2 documents lors d'une brève audience et a annoncé que l'arrangement de garde resterait exactement le même. Le visage de Katie est resté vide en entendant cela, probablement en s'attendant à ce que le certificat seul suffise à obtenir des visites sans surveillance. Sophie a commencé la maternelle cet automne dans une classe avec 12 autres enfants de son âge. Sa maîtresse a appelé Finn après la première semaine parce que Sophie avait dessiné un tableau pendant le temps d'art familial qui l'inquiétait. Le dessin montrait papa, grand-père, oncle Ross et tante Juliette tous tenant la main et souriant, mais aucune maman n'était visible sur le dessin.
Finn est allé parler à la maîtresse et lui a expliqué soigneusement la situation de garde, lui montrant les ordonnances judiciaires et le calendrier des visites supervisées. La maîtresse a compris et a dit qu'elle surveillerait l'état émotionnel de Sophie. Apparemment, Sophie avait dit à toute la classe pendant le temps de rassemblement que sa mère ne pouvait visiter que dans le bâtiment spécial parce qu'elle avait pris de mauvaises décisions et blessé des gens. La maîtresse a dit que c'était déchirant d'entendre une fille de 4 ans expliquer cela avec autant de naturel. Mais cela montrait aussi que Sophie traitait la réalité de sa situation familiale de manière saine. Elle savait qu'il n'était pas sûr d'être seul avec sa mère et ne se posait pas de questions sur la raison pour laquelle les choses étaient ainsi. Derrick m'a appelé de nulle part un samedi matin, demandant si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. Je n'avais pas parlé avec lui depuis le jour à la maison où Katie avait saisi le couteau. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit du centre-ville et nous nous sommes assis dans une cabine au coin où personne ne pouvait nous entendre. Derrick semblait avoir vieilli de 5 ans ces derniers mois, des cernes sous les yeux et les mains légèrement tremblantes autour de sa tasse de café. Il m'a dit qu'il allait en thérapie 2 fois par semaine pour essayer de traiter son rôle dans l'abus de Katie envers Finn. Bien qu'il ne connaisse pas la vérité à l'époque, il s'est excusé d'avoir fait partie de ceux qui ont blessé mon gendre, et j'ai pu entendre combien de culpabilité il portait. Je lui ai dit qu'il était lui aussi une victime, que Katie nous avait manipulés tous les deux avec les mêmes mensonges selon lesquels Finn était dangereux. Nous avons passé 1 heure à parler de l'habileté de Katie à construire des réalités fausses, nous faisant croire que nous étions des héros en la sauvant, alors qu'en réalité, nous l'aidions simplement à blesser les gens. Derrick m'a demandé si je pensais que Katie changerait un jour réellement, et je lui ai répondu honnêtement que je ne savais pas, mais que je n'allais pas attendre pour le découvrir. La thérapeute de Katie a présenté un rapport de progrès au tribunal 4 mois après le traitement. Le rapport indiquait que Katie commençait à reconnaître que ses actions avaient blessé des gens, ce qui semblait positif au début, mais la thérapeute a également noté que Katie avait encore du mal à assumer l'entière responsabilité, ajoutant souvent des explications sur le fait que Finn, le stress ou d'autres facteurs l'avaient poussée à agir de la manière dont elle l'avait fait. La thérapeute a recommandé que Katie poursuive un traitement intensif et a suggéré qu'elle pourrait bénéficier d'un programme plus structuré, spécialisé dans les troubles de la personnalité. Katie a résisté à cette recommandation, disant à son avocat qu'elle avait fait tout ce que le tribunal demandait et qu'elle méritait de passer directement aux visites sans surveillance avec ses enfants. Son avocat a essayé d'expliquer que le tribunal ne modifierait pas la garde tant qu'elle n'aurait pas terminé tout le traitement recommandé, pas seulement les cours minimaux requis. Katie aurait apparemment fait un scandale dans le bureau de l'avocat, insistant sur le fait que tout le monde conspirait pour l'empêcher de voir ses enfants pour toujours. 4 mois après la confrontation, Finn a mentionné lors de l'un de nos dîners hebdomadaires qu'il avait commencé à sortir avec quelqu'un. Il l'avait rencontré dans son groupe de soutien pour survivants de violences domestiques, une autre personne qui comprenait ce qu'il avait vécu sans qu'il ait à tout expliquer. Je lui ai dit que j'étais heureux pour lui et qu'il méritait une relation saine avec quelqu'un qui le traite bien. Il semblait nerveux en parlant, disant qu'il n'était pas sûr de comment présenter quelqu'un de nouveau à Michael et Sophie après tout ce qu'ils avaient vécu avec leur mère. Mais il semblait aussi plein d'espoir d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant, comme s'il croyait enfin pouvoir avoir une vie normale. Je lui ai dit de prendre son temps avec les enfants, mais qu'ils méritaient de voir leur père dans une relation où les gens étaient gentils les uns envers les autres, ce qui serait bon pour eux, afin d'apprendre à quoi ressemble vraiment l'amour sain. Katie a appris la nouvelle relation de Finn 2 semaines plus tard et a totalement perdu le contrôle lors d'une visite supervisée. Le rapport du superviseur indiquait que Katie avait passé les 15 premières minutes à pleurer auprès de Michael et Sophie en disant que papa l'avait remplacée et n'aimait plus sa famille. Elle leur a demandé s'ils avaient rencontré la nouvelle femme et si papa l'aimait plus qu'elle ne l'aimait. Sophie a commencé à pleurer parce que Katie pleurait et Michael était resté silencieux sans répondre à aucune question. Le superviseur a dû rediriger Katie 4 fois pour qu'elle se concentre sur le jeu avec les enfants au lieu de parler de Finn. Lorsque Katie n'a pas arrêté, le superviseur a mis fin à la visite 30 minutes plus tôt et a accompagné les enfants jusqu'à l'endroit où je les attendais dans le parking. Il a présenté un rapport détaillé sur Katie, utilisant les enfants comme soutien émotionnel de manière complètement inappropriée pour leur âge. Ce comportement a retardé tout progrès que Katie avait fait vers les visites sans surveillance.
Son avocat l'a appelé ce soir-là pour lui avertir que manipuler les enfants ne ferait que nuire à son dossier et pourrait entraîner la perte totale des visites si cela continuait. Le thérapeute de Michael a appelé Finn pour donner une mise à jour environ 3 semaines après cet incident. Finn m'a partagé la nouvelle lors du dîner chez lui. Le thérapeute a dit que Michael traitait vraiment bien tout ce qu'il avait vu sa mère faire à son père au fil des ans. Avoir un foyer stable avec son père et savoir que son grand-père et sa famille élargie les soutenaient faisait une grande différence dans sa guérison. Sophie était trop jeune pour une thérapie formelle, mais le thérapeute a noté lors des séances familiales qu'elle semblait beaucoup plus détendue et attachée à Finn, riant davantage et ayant moins de cauchemars. Les 2 enfants demandaient de moins en moins leur mère, et le thérapeute a noté qu'ils semblaient plus calmes et heureux pendant les semaines où les visites avaient lieu moins fréquemment. Finn a été soulagé d'entendre cela, mais aussi triste, sachant que ses enfants allaient au mieux avec moins de contact avec leur propre mère. 6 mois après la confrontation à la maison, nous sommes tous retournés au tribunal pour une révision des progrès de Katie. Le juge a lu des rapports de plusieurs superviseurs et thérapeutes, et son visage est devenu plus sérieux à chaque page. Il a dit que Katie avait terminé la gestion de la colère et les programmes de thérapie de base requis, mais chaque superviseur a signalé des préoccupations concernant son manque de compréhension réelle de ce qu'elle avait fait de mal. Le thérapeute a écrit que Katie continuait à tenter de les manipuler pendant les séances, blâmant tout le monde pour ses problèmes et insistant sur le fait qu'elle était la véritable victime. Un rapport indiquait que Katie n'avait pas montré une réelle prise de conscience de ses schémas de comportement et continuait à essayer de contrôler les situations même dans des environnements supervisés. Le juge a regardé Katie et a dit qu'il prolongeait les visites supervisées de 6 mois supplémentaires et ordonné qu'elle suive un programme de thérapie plus intensif spécifiquement pour les troubles de la personnalité. Le visage de Katie s'est durci en entendant cela, sa mâchoire serrée et ses mains agrippant la table devant elle. Je me suis assis derrière Finn et j'ai vu la rage dans ses yeux à peine contenus, le même regard que j'avais vu juste avant qu'elle ne saisisse ce couteau il y a 6 mois. Le juge a ajouté que toute tentative supplémentaire de manipulation ou violation entraînerait la perte totale des visites. Et Katie l'a simplement regardé avec cette expression froide et en colère. 2 semaines après cette audience, Katie a appelé et a demandé à me rencontrer seule dans un café près de son appartement. J'ai presque dit non, mais une partie de moi espérait qu'elle serait peut-être enfin prête à assumer une véritable responsabilité pour ce qu'elle avait fait. J'ai conduit jusqu'au café et l'ai trouvée assise dans le coin arrière, ayant l'air fatiguée et plus âgée que ses 32 ans. Pendant 1 heure, elle m'a parlé sans arrêt, insistant sur le fait que tout le monde travaillait contre elle. Elle a dit que Finn m'avait empoisonné l'esprit et m'avait mise contre elle, qu'il avait manipulé les thérapeutes et superviseurs pour qu'ils écrivent de mauvais rapports sur elle. Katie a affirmé que les vidéos avaient été montées pour la faire paraître pire, que le système judiciaire était biaisé contre les mères, et que même ses propres thérapeutes ne comprenaient pas que son diagnostic était incorrect. Elle a continué encore et encore sur l'injustice de tout cela, comment elle était celle qui souffrait, comment personne ne pouvait voir que Finn était réellement le problème et qu'elle ne faisait que réagir à son abus. Je suis resté là à l'écouter tordre la réalité en quelque chose d'irrécognizable et j'ai senti une profonde tristesse s'installer dans ma poitrine. Ma fille pourrait ne jamais être capable de se regarder honnêtement. Elle pourrait ne jamais avoir le type de réflexion nécessaire pour réellement changer. La femme assise en face de moi, tissant des théories du complot, n'était pas la fille que j'avais élevée. Ou peut-être que c'était le cas et que je ne voulais simplement jamais le voir. Quand elle a enfin cessé de parler et m'a regardé en attendant mon soutien, je lui ai dit doucement que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas être d'accord avec ce qu'elle venait de dire. Elle m'a traité de traître et est partie. Malgré la douleur de cette rencontre avec Katie, j'ai trouvé une véritable joie dans ma relation avec Finn et les enfants pendant ces mêmes mois. Nous avons commencé à dîner tous les dimanches, chaque semaine, soit chez lui, soit chez moi. Et j'ai pu voir Michael et Sophie grandir et guérir petit à petit, à chaque fois que je les voyais. J'allais au match de football de Michael le samedi matin et l'encourageais lorsqu'il marquait des buts. J'ai assisté au spectacle de maternelle de Sophie où elle chantait des chansons sur les formes et les couleurs. Je construisais la relation de grand-père que j'avais manquée pendant des années à cause des mensonges de Katie sur Finn qui m'empêchèrent de voir les enfants. Un dimanche, Finn a mentionné que les enfants parlèrent de moi tout le temps pendant la semaine.
demandant quand ils reverraient leur grand-père et racontant des histoires sur ce que nous avions fait ensemble. Sophie a dessiné un autre tableau familial à la maternelle et l'a rapporté à la maison pour me le montrer. Cette fois, le dessin me montrait debout juste à côté de papa, avec les 2 enfants entre nous, tous souriants. J'ai dû aller aux toilettes 1 minute parce que mes yeux se sont embués en regardant ce dessin. À peu près au même moment, Ross a appelé avec des nouvelles qui m'ont surpris, mais m'ont rendu incroyablement heureux. Lui et Juliette allaient déménager plus près de nous, peut-être à 20 minutes au lieu de 3 heures. Juliette avait reçu une offre dans un meilleur cabinet, avec plus de ressources et un salaire plus élevé, et Ross pouvait travailler en consultation de n'importe où, puisque tout était déjà en télétravail. Ils ont dit qu'ils voulaient être proches pour aider à soutenir Finn, les enfants et moi-même, à travers tout ce qui se passait encore avec Katie dans le système judiciaire. Ross a admis au téléphone qu'une partie de la raison était qu'il s'était beaucoup attaché à Michael et Sophie ces derniers mois et voulait être le genre de tante et d'oncle réellement présent dans la vie des enfants. Je me suis senti reconnaissant d'une manière qui me serrait la gorge, sachant que mon frère et sa femme choisissirent de soutenir les victimes plutôt que de faciliter la vie de l'abusante simplement parce qu'elle était de sang. Tant de familles se seraient regroupées autour de Katie, insistant pour que tout le monde pardonne et oublie. Mais Ross et Juliette ont vu la vérité et sont restés avec les personnes ayant besoin de protection. 8 mois après la confrontation à la maison, Finn et les enfants étaient complètement installés et mieux qu'ils ne l'avaient jamais été dans les anciennes photos de son mariage. La maison que j'avais achetée en pensant sauver ma fille avait en réalité sauvé mon gendre et mes petits-enfants, leur offrant un lieu sûr pour construire une vraie vie. Les notes de Michael à l'école étaient excellentes. Son professeur envoyait des rapports de progrès montrant qu'il lisait au-dessus du niveau de sa classe et participait activement en cours. Sophie était heureuse et sociable à la maternelle, se faisant facilement des amis et rentrant chaque jour excitée pour raconter à son père ce qu'elle avait appris. Finn lui-même semblait plus sain et détendu, la tension constante et la peur disparue de ses épaules et de son visage. Il avait pris un peu de poids de manière saine, ne paraissant plus aussi mince et épuisé. Il me remerciait régulièrement de l'avoir cru et soutenu dans tout. Et je lui disais toujours que c'était le minimum que je pouvais faire après avoir facilité l'abus de Katie pendant 2 ans en croyant ses mensonges. Katie continuait à aller à ses visites supervisées chaque semaine, mais l'enthousiasme des enfants pour voir leur mère avait considérablement diminué, car ils se sentaient de plus en sécurité dans leur vie avec Finn. Michael commençait à demander à son père s'il devrait continuer à y aller en grandissant, disant que les visites le mettaient mal à l'aise. Finn expliquait doucement que, pour l'instant, oui, le juge avait dit qu'il devait y aller. Mais en grandissant, ses sentiments et préférences compteraient davantage aux yeux du tribunal. Sophie allait encore sans se plaindre, mais ne parlait plus beaucoup de maman entre les visites. Elle ne demandait plus quand elle pourrait retourner vivre avec sa mère comme elle le faisait les premiers mois. Les rapports du superviseur mentionnaient que Katie semblait sentir qu'elle perdait l'affection de ses enfants et augmentait ses tentatives de manipulation pendant les visites. Elle essayait de leur faire pitié, leur disait combien elle se sentait seule et triste, leur demandait si papa était méchant ou s'il manquait de vivre avec maman. Mais ces tentatives éloignaient encore plus les enfants, les rendaient plus silencieux et introvertis pendant les visites, jusqu'à ce que le superviseur doive rediriger Katie pour qu'elle joue normalement avec eux. En repensant à tout ce qui s'est passé pendant ces 8 mois, j'ai appris que l'amour signifie parfois accepter des vérités douloureuses sur les personnes qui nous sont chères et choisir de protéger leurs victimes, même si cela nous brise le cœur. J'ai perdu ma fille d'une manière réelle. J'ai perdu la relation que nous avions eue et la personne que je croyais qu'elle était. Mais j'ai gagné un fils et 2 petits-enfants qui avaient besoin que je voie la vérité et agisse en conséquence quand cela comptait le plus. Katie pourrait ne jamais changer, pourrait ne jamais assumer une réelle responsabilité pour les années d'abus qu'elle a infligées à Finn ou le traumatisme qu'elle a causé à ses propres enfants. Son diagnostic de trouble de la personnalité suggérait qu'elle pourrait ne pas être capable du type d'introspection honnête nécessaire à un véritable changement. Certaines nuits, je pleure encore pour la fille que je croyais avoir. Je me demande ce que j'ai manqué dans son enfance ou ce que j'aurais pu faire différemment. Mais la plupart du temps, je suis reconnaissant d'avoir finalement vu à travers ses mensonges à temps pour aider les personnes qu'elle a le plus blessées. Pour donner à Finn, Michael et Sophie le soutien et la sécurité qu'ils méritaient.
Je suis déterminé à être le grand-père et la figure paternelle dont ils ont besoin pour le temps qu'il me reste. À être présent aux matchs de football, aux spectacles de maternelle, au dîner du dimanche et aux histoires avant le coucher. C'est ça, la famille. Et je suis reconnaissant d'avoir une seconde chance pour le faire.